Bon, ben, merci à Edouard d'abord de m'avoir invité à cette journée que je trouve très intéressante et où j'ai beaucoup appris ce matin sur la biogéochimie de l'océan. Et puis je suis sûre que je vais aussi beaucoup apprendre avec les orateurs suivants dans le reste de cet après-midi. Alors, je vais vous parler de la hausse actuelle du niveau de la mer et de ses causes. Mais avant, pour mettre en perspective les variations, les résultats que je vais présenter et les variations actuelles, je voudrais juste vous rappeler que au cours de l'histoire de la Terre et la plus récemment au cours du dernier million d'années, le niveau de la mer a présenté des variations de très grande ampleur, de l'ordre de 100 mètres, plus ou moins 100 mètres. Et sur ces échelles de temps-là, les variations que vous voyez ici représentées par la courbe rouge, où le passé est bien à gauche et le présent est à droite cette fois-ci, contrairement à ce matin, eh bien, ces variations de grande ampleur du niveau de la mer sont bien évidemment liées au cycle glaciaire, interglaciaire. Et donc, quand le niveau de la mer est bas, comme vous le voyez ici, eh bien, on est en période glaciaire avec l'eau des océans emprisonnée dans les grandes calottes de l'hémisphère nord, un petit peu dans l'hémisphère sud, en Antarctique. Et puis, quand le niveau de la mer est haut, eh bien, on est en période interglaciaire, comme aujourd'hui. Alors, si on se place au niveau des derniers maximums glaciaires, il y a 21 000 ans, eh bien, suite au réchauffement du climat qui a suivi ce dernier maximum glaciaire, le niveau de la mer est remonté, comme c'est schématisé ici. En fait, c'est la même figure que celle qu'Édouard a montrée ce matin. Enfin, c'est une figure identique, où la hausse du niveau des mers, ici, a été déduite d'un certain nombre de marqueurs, en particulier l'étude des coraux, mais pas que ça. Et puis si on fait un zoom sur ce qui s'est passé au cours des derniers milliers d'années, donc là ici vous voyez à gauche l'échelle de temps va de moins 21 000 ans à 0, mais à droite vous avez un zoom pour les derniers milliers d'années, eh bien on voit que le niveau de la mer s'est stabilisé il y a à peu près 3 000, 2 000 ans. Alors si maintenant on regarde ce qui s'est passé au cours des 2 derniers millénaires, alors là les chercheurs utilisent d'autres marqueurs et en particulier ils utilisent l'étude des foraminifères dans les sédiments marins de certaines lignes de rivage qu'on appelle les salt marsh. Je dois dire que je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais peut-être Édouard pourra me dire. Oui, marais salants. Oui, je sais que c'est pas les marais salants, en fait, mais c'est les Canadiens. Si tu veux trouver une traduction, faut aller généralement sur les sites canadiens. Les scientifiques traduisent à chaque fois. Voilà, qu'on trouve en particulier sur la côte est des États-Unis. Et cette figure montre un travail qui n'est d'ailleurs pas encore publié, qui a été réalisé par des collègues américains. Et ce travail va être publié prochainement dans la revue de l'Académie des sciences américaines et qui montre une reconstruction du niveau moyen de la mer au cours des 2 derniers millénaires avec, comme vous le voyez, il y a 2000 ans et à peu près 1000 ans, un niveau de la mer qui est resté stable, sans hausse sans hausse apparente. Une petite remontée au moment de l'optimum médiéval, petite redescente au moment du petit âge glaciaire, et puis cette envolée au début de l'ère industrielle. Alors, cette envolée au début de l'ère industrielle, elle coïncide aussi avec le début de l'ère instrumentale, où on peut directement mesurer le niveau de la mer, non plus de manière indirecte par différents marqueurs, comme c'est le cas pour le paléo au niveau de la mer, mais comme on le va voir maintenant, il y a 2 types d'outils. Pour les dernières décennies, essentiellement les marégraphes, qui ont été installés dans les ports au milieu du XVIIIe siècle, à peu près, au début pour étudier les marées océaniques, et puis, bien sûr, comme on dispose de longs enregistrements, ces données-là, ces données historiques sont extrêmement précieuses pour connaître le niveau de la mer dans le passé. Alors, on a quelques exemples d'enregistrements marégraphiques depuis 1900, ici, donc pour le XXe siècle. Vous voyez, New York, Buenos Aires, etc. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, et parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, c'est que la hausse est, par exemple, plus marquée à New York qu'à Brest ou à Honolulu.
Le problème, c'est que plus on remonte dans le passé, moins on a de marégraphes. Et pour étudier la hausse du niveau des mers au cours du XXe siècle, eh bien, on ne dispose que de quelques dizaines de bons enregistrements marégraphiques avec des séries sans trous de qualité. Alors, malgré tout, avec ces données, on peut construire une courbe du niveau moyen, je ne veux pas dire global, parce que c'est pas vraiment global, comme vous l'avez vu, mais une courbe du niveau moyen de la mer, comme ça a été fait par différents groupes. Donc ici, on a deux courbes, une en rouge, une en bleu, qui ont été obtenues par des chercheurs différents, des équipes différentes. Et vous voyez donc cette remontée, une bonne coïncidence d'abord entre les deux courbes, et puis cette remontée, pas linéaire d'ailleurs, un peu moins marquée au début du XXe siècle, un petit peu plus marquée ici, et puis, comme on va le voir, depuis 2 décennies, probablement une accélération du phénomène. Si on calcule la hausse moyenne sur le XXe siècle, à partir de ces données marégraphiques, on trouve une hausse de l'ordre de 1,7 à 1,8 mm par an. Ce matin, je crois que c'est Édouard qui avait dit qu'au cours du XXe siècle, le niveau de la mer avait monté d'à peu près 20 cm. C'est probablement un petit peu moins. C'est de l'ordre de 17-18 cm, mais bon, c'est l'ordre de grandeur. Alors, depuis 2 décennies maintenant, on a un nouvel outil pour mesurer le niveau de la mer qui est extrêmement intéressant pour 2 raisons, comme on va le voir. La première raison, alors cet outil, c'est l'altimétrie spatiale, c'est l'utilisation des satellites pour mesurer le niveau de la mer. D'abord, avant de dire pourquoi les 2 avantages, je voudrais très brièvement, pour ceux qui sont moins familiers, vous expliquer comment ça marche. Le satellite embarque un radar altimètre qui, à intervalles réguliers sur sa trajectoire, va mesurer l'altitude par rapport au nadir, donc par rapport à la surface instantanée de la mer. Mais ça, c'est pas suffisant pour connaître la hauteur de la mer par rapport à une référence. On a besoin de connaître la position du satellite sur sa trajectoire. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, le calcul d'orbite, à partir duquel on déduit l'altitude du satellite par rapport à une référence qui ne va pas bouger, qui peut être soit le centre de la Terre, mais ça, c'est pas très commode parce que ça fait des nombres très importants. Plus dans la pratique, ce qu'on utilise, c'est une référence, c'est un ellipsoïde de référence qui coïncide avec la forme moyenne de la Terre. Donc, par différence entre la position du satellite par rapport à cet ellipsoïde et la mesure altimétrique réalisée par le radar embarqué, eh bien, on a la hauteur instantanée de la mer en un point de l'océan. Alors, les satellites altimétriques, typiquement, réalisent un quadrillage complet de l'océan en quelques jours. Alors, suivant l'orbite, ça va être soit 10 jours, soit 35 jours. Et pendant cet intervalle de temps qu'on va appeler le cycle orbital, eh bien, donc on va avoir une couverture complète de l'océan. Et puis au bout de ce cycle orbital, soit 10 jours, soit 35 jours, le satellite va repasser exactement sur les mêmes traces et recommencer son quadrillage. Donc on a des millions de points de mesure de hauteur de la mer, des points de mesure individuels de hauteur de mer. Et si on les moyenne sur l'ensemble de la surface de l'océan pendant cet intervalle de temps de 10 jours ou de 35 jours, eh bien, on va calculer, on va estimer un niveau moyen de la mer, et puis de 10 jours en 10 jours, comme ça, on va construire une courbe d'évolution du niveau de la mer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, juste une petite parenthèse, l'altimétrie spatiale a été développée dès le milieu des années 70 pour étudier les océans, pour étudier pas seulement le niveau de la mer. D'ailleurs, c'était pas du tout envisagé à l'époque, même pour les satellites les plus récents comme par exemple Topex Poséidon, c'était même pas un des objectifs des missions, mais l'idée c'était d'étudier les courants océaniques, les transports de chaleur par la circulation, etc. Le problème, comme on va le voir ici, c'est que pendant longtemps, eh bien, les premières missions, en fait, n'ont pas du tout permis d'étudier la dynamique des océans à cause des différentes erreurs affectant la mesure altimétrique. Et la plus grande étant la méconnaissance de la position du satellite dans l'espace, c'est-à-dire sur sa trajectoire, ce que nous, on appelle l'erreur d'orbite. Donc, vous voyez, pour les premières missions, eh bien, l'échelle ici est en centimètres. Vous voyez qu'elle pouvait atteindre jusqu'à 1 mètre et même pour les satellites suivants, plusieurs décimètres. Et il a fallu attendre le lancement de la mission franco-américaine Topex Poséidon en 1992 pour réduire l'erreur d'orbite à un niveau acceptable pour étudier la dynamique de l'océan.
Et donc, ce n'est qu'à partir de là qu'on a pu vraiment faire de ce qu'on appelle l'océanographie spatiale et dont l'étude du niveau de la mer compte parmi les applications. Alors, en fait, j'ai dit tout à l'heure que l'utilisation des satellites altimétriques avait deux avantages. Le premier, c'est que le satellite, la mesure du niveau de la mer par altimétrie, c'est une mesure absolue, comparée aux mesures marégraphiques qui sont des mesures relatives. C'est-à-dire que les marégraphes, comme vous le savez, il est attaché au sol, à la croûte terrestre, et il enregistre aussi les mouvements de la croûte, qui sont extrêmement variés, qui peuvent être dus à la tectonique, aux déformations des volcans, au phénomène qui a été mentionné par Édouard ce matin, qui est le phénomène de rebond post-glaciaire, qui se manifeste toujours aujourd'hui, en particulier dans la région des hautes latitudes. Et puis, il y a les effets de subsidence du sol liés au pompage de l'eau, du pétrole, etc. Et ces phénomènes-là, dans la plupart des cas, on ne sait pas vraiment les corriger. Depuis quelques années, on dispose de mesures GPS installées, des antennes GPS installées à certains sites marégraphiques, mais pas à tous les sites, loin de là, et donc on a beaucoup de mal à corriger de ces effets. Ça, c'est le premier avantage donc de l'altimétrie, qui elle n'est pas du tout sensible au mouvement de la croûte. Le deuxième avantage, c'est la couverture, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Eh bien, on a vraiment la possibilité de mesurer le niveau moyen global de l'océan, et pour la première fois, comme on va le voir, aussi de déterminer la variabilité régionale ou géographique de ces vitesses de variation, ce qui n'était évidemment pas le cas avant avec la marégraphie. Alors donc, l'altimétrie spatiale de haute précision a démarré, comme je l'ai dit, avec le lancement de Topex Poséidon, et puis ses successeurs, aussi développés par la France, le CNES et la NASA, Jason 1 et Jason 2, et le satellite de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2002. Donc, l'analyse de ces observations nous permet de construire une courbe qui est celle-ci, où les petits points bleus ici au cours du temps, donc vous avez l'échelle temporelle ici, ça commence en 1993, ça va jusqu'à aujourd'hui. En ordonnée, on a le niveau de la mer ici exprimé en millimètres, et donc vous voyez cette évolution. Chaque petit point bleu représente donc un niveau moyen mesuré pendant cet intervalle de temps de 10 jours ou 35 jours. En fait, ici, il s'agit essentiellement d'une courbe basée sur les satellites Topex, Jason 1 et Jason 2. Donc le cycle orbital, dans ce cas-là, c'est 10 jours. Donc de 10 jours en 10 jours, on a cette évolution. La courbe rouge ici, c'est juste une courbe lissée qui passe à travers ces points. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque une hausse presque linéaire. Et si on calcule la hausse moyenne pendant cet intervalle de temps, on a maintenant 18 ans de données, eh bien, on trouve que cette hausse, elle est de 3,3 mm par an, avec une incertitude qu'on estime à peu près 0,4 mm par an, un petit peu plus de 10%. Cette incertitude, elle est basée sur plusieurs approches. Enfin, l'estimation de cette incertitude est basée sur plusieurs approches. D'une part, une comparaison aux données marégraphiques qu'on utilise, qui sont quand même extrêmement précieux pour valider, calibrer ces données spatiales. Une autre approche pour estimer cette erreur, eh bien, c'est de calculer le bilan d'erreur qui agit sur le système altimétrique. Et les sources d'erreur sont extrêmement nombreuses. Elles vont de la méconnaissance des différentes corrections qu'il faut appliquer aux mesures altimétriques. Par exemple, la traversée dans la troposphère, la présence de vapeur d'eau dans la troposphère va faire que la traversée du signal radar va être allongée. Donc ça, c'est une source d'erreur importante qu'il faut corriger, mais il y en a plein d'autres. Et puis, il y a les dérives instrumentales. Et ça, c'est extrêmement important de les connaître parce qu'il faut pas, évidemment, attribuer à la mesure du niveau de la mer une cause climatique alors que ça pourrait être une dérive instrumentale. Un autre moyen d'estimer cette incertitude, c'est de comparer les hausses du niveau des mers ou les courbes obtenues par différentes équipes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui travaillent là-dessus, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors bien sûr, à la base, c'est toujours les mêmes données qui sont collectées par les satellites, mais les méthodes de traitement, l'estimation des erreurs, etc., varient d'un groupe à l'autre, même si chacun pense faire le mieux du monde. Néanmoins, il y a des petites différences.
Et là, par exemple, vous avez un exemple de comparaison de courbes, une courbe rouge qui est obtenue par les équipes de Toulouse et bleue par nos collègues américains de l'Université du Colorado. Vous pouvez voir qu'en moyenne, il y a quand même une bonne correspondance, sauf pendant certaines époques, qui va impacter la variabilité interannuelle. Mais en termes de hausse, en fait, tous les groupes trouvent la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pour les 2 dernières décennies, on a une hausse qui est presque double de celle qui a été mesurée par les marégraphes au cours du XXe siècle et même au cours des 50 dernières années. Donc on est peut-être là en présence d'une accélération. Ça fait presque 10 ans qu'on dit qu'il faut attendre parce que c'est peut-être juste une fluctuation décennale qu'on voit, mais au fur et à mesure qu'on met à jour, qu'on accumule des données, la hausse en fait ne change pas. Donc on est peut-être en présence d'une accélération. Mais c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors l'autre résultat extrêmement important qu'on peut déduire de ces données spatiales grâce à leur couverture, je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, c'est le fait d'être capable de cartographier la distribution régionale ou géographique des vitesses de variation du niveau de la mer. En tout point de l'océan, on peut calculer la pente de la courbe du niveau de la mer locale. Et cette pente, on va la cartographier, c'est comme c'est fait ici sous cette figure, qui représente donc les vitesses en tout point de l'océan au cours de la période. Alors, ce que je vais appeler la période altimétrique maintenant, c'est la période qui commence en 1993, avec donc la disponibilité des mesures du satellite Topex-Poséidon et qui va jusqu'à aujourd'hui. Donc l'échelle ici, elle va de moins 14 mm par an à plus 14 mm par an. Et donc, comme vous voyez, par rapport à la pente moyenne, la hausse moyenne de 3,3 mm par an, on a des régions où la hausse a été, le niveau de la mer est monté jusqu'à entre 3 et 4 fois plus vite que la valeur moyenne. C'est, par exemple, l'ouest du Pacifique, l'océan austral, le nord de l'Atlantique, et puis certaines régions ici du Pacifique Nord ou de l'Atlantique tropical. Puis il y a des régions où le niveau de la mer a pratiquement pas peu varié, et puis quelques régions là où il a même baissé pendant cette période. Alors on verra tout à l'heure comment on interprète cette variabilité régionale. Alors voilà, maintenant je vais aborder les causes. Là on a vu ce qu'on mesurait. Je vais aborder les causes et puis je vais séparer la suite de la présentation en 3 parties. Dans une première partie, je vais brièvement vous montrer comment on explique la hausse moyenne globale de 3,3 mm par an des 2 dernières décennies. Les causes, elles sont bien connues. On sait que c'est dû au réchauffement climatique, mais plus précisément à la fonte des glaces continentales et au réchauffement de l'océan, c'est-à-dire au terme d'expansion thermique. L'océan se réchauffe et donc il y a la mer monte parce que l'eau se dilate. Alors donc, je vais brièvement discuter ça. Puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de la variabilité interannuelle, qui jusqu'à présent, en fait, à laquelle jusqu'à présent on ne s'est pas beaucoup intéressé, mais qu'on commence à expliquer. Et enfin, dans une dernière partie, je vous parlerai de comment on interprète la variabilité géographique ou régionale des vitesses de variation du niveau de la mer. Donc on commence là par le niveau moyen global et vous allez voir que, au moins pour les 2 dernières décennies, on pense qu'on comprend à quoi est due cette hausse du niveau des mers. Alors, je vais commencer par la deuxième cause, c'est-à-dire le réchauffement de l'océan. On a vu ce schéma là ce matin dans une diapositive montrée par Édouard. Depuis plusieurs décennies, et essentiellement depuis le début des années 50, les océanographes ont collecté des mesures de température de l'océan, à un moindre degré de salinité, mais surtout de température, et puis d'autres variables de océanographiques. Et jusqu'au début des années 2000, principalement des mesures réalisées par les bateaux, complétées par quelques mouillages, etc. Donc, ces mesures réalisées par les bateaux, en fait, elles suivent les routes de bateaux. Donc, la couverture, plus on remonte dans le passé, plus la couverture est mauvaise, en particulier dans l'hémisphère sud. Mais c'est comme ça. Depuis le début des années 2000, on dispose
d'un nouveau type de mesure réalisé par le programme international Argo, qui a consisté à déployer sur tout le domaine océanique des milliers de flotteurs, des flotteurs profilants, qui vont réaliser jusqu'à 2000 mètres de profondeur des mesures de température, salinité et autres variables océanographiques, sur tout le domaine océanique. Alors, les flotteurs Argo ont commencé à être déployés au début des années 2000, mais il a fallu attendre 2003-2004 pour avoir une couverture suffisante pour pouvoir utiliser les données réalisées par ces flotteurs. Alors, qu'est-ce que ces données-là nous ont appris ? Elles nous ont d'abord appris que l'océan s'est beaucoup réchauffé durant la deuxième partie du XXe siècle. Et ça, c'est schématisé par cette courbe qui représente le contenu thermique de l'océan. Donc, le contenu thermique de l'océan, qu'est-ce que c'est ? On va dire de manière schématisée, simplifiée. Ça représente sa variation est proportionnelle à l'augmentation, la variation de température moyenne de l'océan, multipliée par la masse de l'océan et la chaleur spécifique de l'eau. En réalité, c'est pas comme ça qu'est obtenue cette courbe, c'est en chaque point de l'océan, on va intégrer verticalement les variations de température et puis ensuite on va intégrer géographiquement pour obtenir ces variations du contenu thermique de l'océan. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce contenu thermique, il a augmenté, en particulier depuis les années 70. Et ça, c'est ce qui a fait dire aux chercheurs, aux climatologues, aux océanographes, que l'océan est le plus grand réservoir de chaleur, dont on s'en doutait bien sûr, mais ça a permis de le quantifier. L'océan, c'est le plus grand réservoir de chaleur du système climatique. Et au cours des 50 dernières années, si on compare le bilan thermique ou le contenu thermique des différents réservoirs du système climatique, l'océan, l'atmosphère et les surfaces continentales, on voit que le plus grand réservoir, c'est précisément l'océan. 80% de la chaleur anthropique, c'est-à-dire l'excès de chaleur lié aux activités humaines, est en effet stocké dans l'océan. Ces données de température, elles nous ont aussi permis de calculer cette composante d'expansion thermique de l'océan, qui est donc une des deux causes de la hausse du niveau des mers. Et maintenant, je vais uniquement me concentrer sur la période altimétrique, et parce que, en fait, si on veut faire des études de bilan, pour les glaces, on a des problèmes, en particulier pour la contribution des calottes polaires, l'Antarctique et le Groenland. En fait, avant les années 90, on ne sait pas grand-chose. Donc, je me concentre sur la période altimétrique. Et sur cette figure, la courbe verte ici représente donc l'évolution de l'expansion thermique de l'océan, que de temps en temps on appelle aussi stérique, la composante stérique. En fait, stérique, ça veut dire l'effet de la température plus de la salinité, mais en réalité, en moyenne globale, la salinité n'a pas d'influence sur le niveau de la mer, du moins au premier ordre. Donc ici, c'est essentiellement l'effet de la température que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que le niveau de la mer monte par période, comme ici, là, entre 93 et 97, et puis 2001, 2004. Puis, il y a des paliers. Ça a été le cas de 97 à 2002, et puis au cours des dernières années. Mais en moyenne, ça monte. Et si on calcule la contribution moyenne de l'expansion thermique à la hausse du niveau des mers que vous voyez ici, c'est la même courbe que tout à l'heure, sauf qu'elle était en rouge et maintenant elle est en bleu, eh bien on voit que le réchauffement de l'océan, l'expansion thermique, explique 1 mm par an à peu près, c'est-à-dire un tiers de la hausse observée. Alors on en déduit que pour expliquer ça, il faut que la fonte des glaces explique les 2 mm par an restants. C'est ce qu'on va appeler la composante de masse, parce que dans ce cas-là, c'est de l'eau douce qui est apportée à l'océan à cause de la fonte des glaces. Alors on va maintenant voir qu'on a beaucoup de données pour estimer chacune de ces contributions, et je vais commencer par les glaciers de montagne. Alors bon, là tout le monde sait que les glaciers reculent depuis plusieurs décennies, donc là c'est juste un exemple d'un glacier en Suisse avec une photographie en 1900 et puis le même glacier en 2008. Ça, c'est quasiment généralisé à l'échelle de la planète. Et les glaciologues, certains glaciologues, ont essayé d'estimer
la contribution de cette fonte des glaciers au niveau de la mer au cours des dernières années, deux dernières décennies. Même pour les glaciers, il y a des estimations qui remontent jusqu'à 1950, mais j'en parlerai pas. Alors, ici, on a une figure qui représente diverses estimations par différents groupes de glaciologues dans le monde. Alors, les points ici sont des estimations à différentes époques, avec l'incertitude, la barre verticale représentant l'incertitude de ces estimations, et la barre horizontale, représentant la période d'observation. Donc ici, c'est quasiment une mesure ponctuelle, alors que par exemple ici, pour ce point noir, c'est une estimation moyenne entre 1995 et, je ne vois pas très bien ici, l'année 2000. L'échelle ici, c'est en milliards de tonnes par an. C'est donc une perte annuelle de glace de l'ensemble des glaciers du monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un certain nombre, à peu près 300 glaciers qui sont monitorés et qui sont censés représenter l'ensemble des glaciers du monde. Il y en a plusieurs milliers, mais des très petits qui ne sont pas monitorés. Mais ça, ce sont les principaux et on pense que ce sont eux qui contribuent le plus au niveau de la mer. Donc c'est exprimé en milliards de tonnes par an. Vous avez le temps ici, 95-2009. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces estimations de pertes annuelles en milliards de tonnes par an, entre 1995 et aujourd'hui, ça augmente. Il y a une petite accélération qui n'est pas très très nette, mais qui est quand même assez visible. Une petite accélération au cours des dernières années. En moyenne, on estime que la fonte des glaciers de montagne a contribué à la hausse du niveau des mers des 2 dernières décennies pour à peu près 1 millimètre par an, ce qui est aussi 30%, c'est-à-dire un deuxième tiers qui est maintenant expliqué. Alors maintenant, j'en viens aux calottes polaires. Alors, comme je l'ai dit, c'est essentiellement depuis le début des années 90 qu'on est capable d'estimer les bilans de masse des calottes polaires, et ça essentiellement à partir de l'observation spatiale, à partir des satellites. Pour des raisons évidentes, avant, on n'avait que des estimations extrêmement partielles, puisqu'il s'agit de régions extrêmement reculées. Alors, il y a essentiellement 3 techniques qui sont utilisées. Alors, la première, c'est l'altimétrie, les satellites altimétriques, soit qui embarquent un radar altimètre, soit un altimètre laser. Il y a un satellite qui s'appelle ICESat qui a été lancé par les Américains en 2003 et qui embarque un altimètre laser et qui permet de mesurer de façon un petit peu plus fine les variations d'altitude des calottes, puisque c'est ça que le satellite, cette technique-là permet de mesurer. Donc on mesure les variations au cours du temps de l'altitude de la calotte, et sous certaines hypothèses, en faisant certaines hypothèses sur la densité de la neige en surface et puis de la glace en profondeur, on en déduit la variation de la masse de la calotte, donc le bilan de masse. Une deuxième technique est utilisée, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie radar. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais cette technique-là permet de mesurer l'écoulement, la vitesse horizontale d'écoulement des glaciers, des rivières de glace en périphérie des calottes. Alors, comment ça marche? Très très simplement, le satellite réalise des images radar à des époques différentes. Lorsqu'il est amené à survoler à des époques différentes un même glacier. Et en comparant les franges interférométriques de ces images, on peut en déduire la vitesse d'écoulement horizontal du glacier. Alors ça, c'est pas suffisant pour avoir le bilan de masse. Il faut aussi connaître ce qu'on va appeler le bilan de masse en surface, c'est-à-dire connaître la différence entre la neige qui tombe en hiver et puis la glace, la neige qui fond dans le cas du Groenland en été, soit qui sublimait, etc. Et en combinant toutes ces informations, on en déduit le bilan de masse global de la calotte. Et la troisième technique, c'est une technique qui s'appelle gravimétrie spatiale, qui a démarré en 2002 avec le lancement d'un satellite, de 2 satellites en réalité,
qui s'appelle GRACE. La mission s'appelle GRACE, ça veut dire Gravity Recovery and Climate Experiment. C'est une mission qui a été développée par les Américains et les Allemands et qui consiste à cartographier à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire typiquement tous les mois, l'ensemble des redistributions de masse à la surface de la planète. Ça mesure aussi les redistributions de masse interne et en particulier ce phénomène de rebond post-glaciaire dont Édouard nous a parlé ce matin. Alors sur les calottes, cette technique est extrêmement précieuse parce qu'elle mesure directement la variation au cours du temps de la masse de la calotte. Ici c'est l'Antarctique, mais la même chose pour le Groenland. Et on a un exemple de ce que mesure Grace ici. Donc ce schéma représente la masse ici en fonction du temps. Alors c'est pas une vitesse c'est pas une perte de masse, c'est vraiment la masse ici en fonction du temps. Et vous voyez cette diminution extrêmement marquée au Groenland depuis l'année 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ça se poursuit bien sûr, avec une perte moyenne estimée à 230 milliards de tonnes par an, ce qui correspond à peu près à une hausse du niveau de la mer de 0,6 mm par an. Alors si on fait un bilan de toutes les mesures qui ont été réalisées par les différentes équipes dans le monde et de tout ce qui a été publié, on obtient ce genre de graphique. Alors ici c'est pour l'Antarctique, ici c'est pour le Groenland. Donc ce genre de graphique représente en fonction du temps, ici, donc depuis le début des années 90, la perte annuelle, cette fois-ci c'est bien une perte annuelle, une vitesse si vous voulez de variation, exprimée en milliards de tonnes par an et basée sur les différentes techniques que j'ai très brièvement évoquées. En noir, c'est l'interférométrie radar. En bleu, c'est l'altimétrie radar pour le bleu, l'altimétrie laser pour le vert, et en rouge, la gravimétrie spatiale. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce type de graphique ? On voit que la perte de masse, elle n'est pas du tout constante au cours du temps, mais au contraire qu'elle accélère et qu'elle a beaucoup accéléré depuis le début des années 2000. Alors ça va être difficile d'estimer une perte moyenne au cours des 2 dernières décennies, bien sûr on va le faire quand même, mais on voit vraiment qu'il y a une accélération du phénomène. C'est très marqué au Groenland, c'est peut-être un petit peu moins visible en Antarctique, mais c'est quand même aussi ce qu'on observe. Alors justement, pour savoir où la glace est perdue au Groenland, on a ces schémas qui permettent de cartographier la distribution régionale de la perte de glace. On voit, par exemple, ici, c'est basé sur les mesures d'altimétrie laser entre 2003 et 2007, et on voit que c'est essentiellement dans les régions périphériques du Groenland, donc dans la partie sud-est et dans la partie nord-ouest. Et ça, c'est confirmé par les mesures de gravimétrie spatiale GRACE, où on voit ici, en bleu, c'est là où il y a la perte de masse, en bleu-violet. On voit qu'entre 2003 et 2007, ça a affecté surtout la région sud-est du Groenland, et puis de 2003 à 2010, ça s'est développé sur la côte ouest, et en particulier sur la côte nord-ouest du Groenland. Alors en fait, cette perte de masse, on sait aujourd'hui qu'elle résulte principalement de l'écoulement extrêmement rapide de certains glaciers à la mer. Dans certains cas, au Groenland, ces vitesses d'écoulement se sont emballées au cours des dernières années jusqu'à atteindre des vitesses de plus de 10 km par an. Ce n'est pas le cas partout, des fois la vitesse est moindre. Et la neige qui tombe dans les régions de haute altitude au milieu des calottes et en hiver, ne compense pas cette perte de masse de glace qui se fait par écoulement des glaciers côtiers à la mer. Cette glace, quand elle s'écoule à l'océan, elle devient iceberg. Et comme avant, elle reposait sur le socle rocheux, sur le socle continental, quand la glace est déversée dans l'océan, bien sûr, ça fait monter le niveau de la mer. Alors très très brièvement, les mécanismes qui ont été avancés au cours des dernières années pour expliquer ces phénomènes, ils sont de 2 sortes. Le premier, c'est le réchauffement des eaux superficielles de l'océan en Antarctique sous les plateformes de glace, au Groenland sous la langue flottante à l'avant des glaciers.
Donc ce réchauffement des eaux va grignoter par-dessous la plateforme de glace qui, à un certain moment, va se casser et se désolidariser de la calotte et donc va faire que les glaciers qui sont en arrière vont devenir instables et vont s'écouler de façon extrêmement rapide dans l'océan. Un autre phénomène qui a été avancé et qui probablement est aussi à l'œuvre au Groenland, mais pas en Antarctique, c'est le fait qu'en été, la surface de la calotte fond, donc cette eau fondue peut se propager par des crevasses et va venir lubrifier la base de la calotte et qui va contribuer à créer ces instabilités dynamiques des rivières de glace aux périphéries des calottes. Alors, en moyenne, sur la période altimétrique, les 2 dernières décennies, on estime que les calottes polaires ont contribué pour à peu près 1 mm par an, à peu près autant un tout petit peu plus au Groenland qu'en Antarctique. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc, on voit que la contribution des glaces, c'est 2 mm par an, c'est les 2 tiers qui nous manquaient. Et donc, on est bien content parce qu'on pense qu'on est capable d'expliquer ce qu'on observe. Et ces résultats sont synthétisés ici sur ce diagramme qui représente, ici, on a les vitesses en millimètres par an. Donc, le niveau de la mer, la hausse observée par altimétrie spatiale, les différentes contributions climatiques, le réchauffement de l'océan, l'expansion thermique, la contribution des glaciers, la contribution des calottes polaires, ici la somme de ces 3 contributions, et vous voyez qu'on a quasiment expliqué ce qu'on observe. Il y a une petite différence, mais elle est dans les barres d'erreur que je n'ai pas fait figurer ici sur ce diagramme. Alors, 2 mots, là, vous avez vu tout à l'heure une diapositive qui montrait que l'expansion thermique, en fait, elle monte pendant certaines années plus vite, puis il y a des paliers, puis elle monte de nouveau plus vite, et puis il y a des paliers. Depuis 2003, on observe un palier. Enfin, ça a monté un petit peu moins vite, comme on le voit ici sur cette courbe. Mais le niveau de la mer a continué à monter avec quasiment la même vitesse. Et ça, pourquoi ? Simplement parce que ce palier du réchauffement de l'océan a été compensé par une accélération de la fonte des glaces. Alors c'est fortuit que ça compense exactement et que le niveau de la mer ait continué à monter, mais c'est bien ce qu'on observe. Alors voilà, maintenant je vais passer au deuxième volet, qui est la variabilité interannuelle. Vous avez vu la courbe au début qui paraissait quasiment linéaire, mais en fait si on retire cette tendance uniforme de 3,3 mm par an, on observe qu'il y a de la variabilité interannuelle dans le niveau moyen de la mer. Et c'est représenté sur cette figure, donc la courbe en noir ici représente le niveau moyen de la mer, où on a simplement retiré cette tendance moyenne globale uniforme. Alors on voit qu'il y a de la variabilité interannuelle assez marquée. L'échelle de temps est ici, ça commence en 93, ça va jusqu'en 2010. Et cette variabilité interannuelle, elle est particulièrement marquée au moment des épisodes El Niño, comme en 97-98, où on a eu un très très fort, d'ailleurs le dernier plus fort événement El Niño. Alors il y a des chercheurs qui avaient remarqué déjà depuis un moment que cette variabilité interannuelle, en fait, elle était bien corrélée, comme vous voyez par la courbe en pointillé ici, par un indice, un marqueur de ces événements El Niño. Bon, il y a différents types de marqueurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand l'indice est positif, c'est-à-dire on est en phase El Niño, la phase chaude de l'événement ENSO, quand c'est négatif, on est en phase froide, etc. Donc là, cette corrélation, elle a été vue depuis plusieurs années, et la question était de savoir qu'est-ce qui contrôle cette corrélation. Est-ce que c'est le contenu thermique de l'océan qui devient plus important au moment des événements El Niño, ou bien est-ce que c'est un transfert d'eau depuis les continents vers l'océan au moment des événements El Niño? Alors on va voir, je vous donne la réponse tout de suite, c'est la deuxième affirmation qui est la vraie. Ce n'est pas le contenu thermique de l'océan qui augmente. Il augmente dans le Pacifique tropical, là où se déroulent les événements El Niño, mais en moyenne globale, il n'augmente pas au moment des événements El Niño. En revanche, ce qui se passe au moment des événements El Niño, c'est qu'il pleut moins dans les bassins tropicaux, dans certains bassins tropicaux, en particulier le bassin amazonien, mais il y en a d'autres. Et comme si on parle en termes de bilan de conservation de la masse d'eau à l'échelle de la planète, comme le réservoir atmosphérique, lui, il n'est pas dans la course,
parce que l'eau reste stockée trop peu de temps, eh bien, s'il y a moins d'eau, il pleut moins, il y aura moins d'eau stockée sur les continents, dans les bassins fluviaux, il y aura plus d'eau dans la mer. Alors ça peut se calculer. Alors ça se calcule avec GRESS, parce que GRESS, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça mesure toutes les redistributions de masse qui existent à la surface de la planète. Et en particulier, GRESS est extrêmement précieuse, cette technique spatiale extrêmement précieuse pour étudier le cycle de l'eau et les stocks d'eau dans les grands bassins fluviaux de la planète. Alors, en fait, je fais là de nouveau une petite parenthèse. On peut regarder en moyenne si les eaux continentales, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, peuvent contribuer à la hausse du niveau des mers des 2 dernières décennies. La réponse, c'est non. Alors pourquoi ? Parce que, comme c'est schématisé ici, on a ici, les barres représentent les tendances entre 2002 et 2009 dans les plus grands bassins fluviaux de la planète, les tendances en termes de stock d'eau, exprimées donc ici en kilomètres cubes par an. Quand les barres vont vers la droite, ça veut dire que les bassins, il y a un gain d'eau dans les bassins. Quand les petites barres vont vers la gauche, ça veut dire qu'il y a une perte d'eau dans les bassins. Et vous voyez qu'il y a à peu près autant de bassins où il y a un gain d'eau que de bassins où il y a une perte d'eau, ce qui fait qu'en moyenne, le bilan il est quasiment nul. Bon, il n'est pas exactement nul, il est de 80 km3 par an, mais c'est pas beaucoup, mais en termes de niveau de la mer, c'est quasiment négligeable. En revanche, eh bien, on peut aussi calculer la variabilité interannuelle. Alors, sur la période récente, eh bien, il n'y a pas eu d'événements El Niño très marqués, mais il y en a quand même eu, et on constate qu'au cours des événements El Niño récents, eh bien, les eaux continentales expliquent la variabilité interannuelle du niveau de la mer. Avant la mission GRESS, c'est-à-dire avant 2002, on n'a rien pour mesurer directement la variation des stocks d'eau continentale, mais on a des modèles en revanche. Et comme les modèles, ils peuvent être calibrés avec GRESS, c'est ce qui a été fait notamment, on peut utiliser les modèles hydrologiques qui calculent les stocks d'eau dans les grands bassins fluviaux de la planète pour voir si cette variabilité interannuelle du niveau de la mer que j'ai montré tout à l'heure et qui est remontrée ici sur cette figure par la courbe rouge, c'est exactement la même que tout à l'heure, sauf que maintenant c'est en rouge, eh bien on peut calculer la variation des stocks d'eau dans les grands bassins fluviaux de la planète avec des modèles hydrologiques. Et ici, la courbe verte, elle a été obtenue avec le modèle de Météo France qui s'appelle ISBATRIP, qui est développé pour des études sur le climat ou pour étudier les ressources en eau. Et vous voyez qu'il y a une très très bonne corrélation, en particulier au moment de l'événement El Niño de 1997-98. Alors, la corrélation, elle est positive, c'est-à-dire qu'on l'a exprimée au niveau de la mer, mais ça veut dire qu'il y a plus d'eau dans la mer et moins d'eau dans les bassins, en particulier les bassins tropicaux. Je vais aborder maintenant la troisième partie, qui est la variabilité régionale des vitesses de variation du niveau de la mer, et pour voir si on est capable d'expliquer cette variabilité régionale. Alors, je vous remonte la figure que j'ai montrée tout à l'heure, avec cette distribution non uniforme, donc obtenue par les satellites altimétriques, où on a, je vous rappelle, des régions où le niveau de la mer est monté 3 à 4 fois plus vite que la moyenne au cours des 2 dernières décennies, plus précisément depuis 1993. Alors, comment on dispose, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de mesures de température de l'océan ? Eh bien, on peut voir si cette variabilité régionale des vitesses de variation du niveau de la mer ne pourrait pas être due à une expansion thermique non uniforme de l'océan. Et en fait, c'est bien ce qui se passe, c'est ce qu'on constate, comme c'est illustré sur ces figures. Alors, de nouveau, ici, on a les observations la variabilité régionale observée par les satellites altimétriques. La seule différence entre cette figure et la précédente, c'est qu'ici, on a retiré la tendance moyenne uniforme de 3,3 mm par an pour mieux mettre en évidence cette variabilité régionale. Donc ici, ces régions en jaune, orange ou en bleu représentent les régions où la mer monte plus vite ou moins vite que cette moyenne globale uniforme. Et puis en bas, on a une carte qui représente la variabilité régionale de l'expansion thermique
sur la même période. Ici, c'est entre 1993 et 2009. De même que pour cette carte-là, on a retiré la tendance moyenne uniforme, qui, vous vous souvenez peut-être, avait été estimée à 1 mm par an à peu près. Et donc, on peut constater qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre cette variabilité régionale de l'expansion thermique et les variations du niveau de la mer. Et là où le contenu thermique de l'océan est le plus fort, eh bien c'est là où la mer monte plus, et inversement. Alors ça ne veut pas dire que cette variabilité régionale ne veut pas dire que, par exemple, là, l'océan est chauffé plus, mais ça veut dire que le contenu thermique est plus important à cause de la redistribution de la chaleur dans l'océan par la circulation océanique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces structures qu'on observe sur la période altimétrique, première question, c'est est-ce qu'elles sont stationnaires? C'est-à-dire que si on avait des observations altimétriques sur 50 ans ou plus, eh bien, ce qu'on observerait, la même dissymétrie, la même variabilité régionale. Et puis inversement, est-ce que dans le futur, les régions au niveau de la mer à monter le plus vite au cours des 2 dernières décennies, est-ce que ce sont aussi les régions les plus vulnérables pour la hausse future du niveau des mers? Alors la réponse tout de suite, je vous le dis, est non. Ces structures ne sont pas stationnaires, ce qui est une complication de plus, mais qui est peut-être bien pour les régions, et en particulier pour les îles basses du Pacifique qui sont situées dans cette région. Donc la réponse est non, et on va voir pourquoi. Et si la réponse est non, c'est à quoi sont dues ces structures? Est-ce que c'est dû à la variabilité interne du système climatique, ou bien est-ce qu'elles portent déjà l'empreinte des forçages externes, et en particulier du forçage anthropique? Alors on va tenter de répondre à ces questions de manière un petit peu brève. Alors la première chose, c'est que malheureusement, on a accès à cette variabilité régionale uniquement sur la période altimétrique, pour les 2 dernières décennies. Mais en fait, par des méthodes mathématiques, on peut quand même essayer d'estimer cette variabilité régionale au cours des décennies précédentes, en particulier jusqu'en 1950. Alors pour ça, on réalise ce qu'on va appeler des reconstructions. Bon, chaque spécialité en climatologie utilise ce terme-là pour l'adapter à des problèmes différents, mais ici, il s'agit de reconstruire des cartes, par exemple annuelles ou mensuelles, de niveau de la mer sur une période plus longue que la période altimétrique. Alors pour ça, comment on va procéder? Sans rentrer dans les détails, on va combiner 2 types d'informations. D'abord de l'information spatiale au sens de géographique, qui nous est fournie soit par l'altimétrie, comme on l'a vu, soit qui nous est fournie sur des périodes un petit peu plus longues que l'altimétrie par des modèles de circulation générale océanique. Peut-être Herlé en parlera, je ne sais pas. Donc là, on a de l'information spatiale, mais sur une période restreinte, qu'on va combiner avec de l'information très mal distribuée géographiquement, mais longue dans le temps, qui nous est offerte par les séries, les enregistrements marégraphiques. Et en combinant par des méthodes que je ne vais pas vous expliquer, en fait, parce que je n'ai pas le temps, eh bien, on arrive à reconstituer en 2 dimensions le niveau de la mer sur la période longue, c'est-à-dire sur la période sur laquelle on dispose de ces enregistrements marégraphiques. Alors, si on a des grilles de niveau de la mer sur, par exemple, 60 ans, comme c'est le cas illustré ici, entre 1950 et aujourd'hui, sur 60 ans, on peut regarder si les tendances spatiales, si la variabilité régionale des vitesses de variation du niveau de la mer sur 60 ans ressemble à celle que l'altimétrie nous a révélée, qui est donc celle de l'altimétrie, vous l'avez vu maintenant plusieurs fois, c'est celle-ci, et celle des niveaux de la mer reconstruits, eh bien c'est celle-ci, et vous pouvez tout de suite voir de façon évidente que les structures ne sont pas du tout les mêmes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on calcule les tendances spatiales avec le niveau de la mer reconstruit sur des fenêtres de 17 ans successives, alors 17 ans, c'est censé être représentatif de la période altimétrique. En réalité, aujourd'hui, on a presque 19 ans de données, mais là,
Ces calculs ont été faits entre 1993 et 2009, ce qui correspond à une fenêtre de 17 ans. Donc si on regarde les tendances du niveau de la mer sur des périodes de 17 ans, des fenêtres de 17 ans successives, par exemple 86-2003, 71-89, etc., mais on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes dans le passé où les structures en fait ressemblaient de manière frappante à ce qu'on voit pendant la période altimétrique. C'est le cas ici, c'est le cas ici. Et puis il y a d'autres périodes de 17 ans où le niveau de la mer est pas du tout, enfin les tendances sont pas du tout les mêmes. Et ce qu'on voit, parce que là on a focalisé sur le Pacifique, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a probablement des oscillations est-ouest, donc avec des périodes où le niveau de la mer, puisque ça ce sont des vitesses, va monter plus vite, et puis des périodes où il va monter moins vite. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que dans le Pacifique, c'est complètement piloté par l'occurrence des événements ENSO. Alors ça, c'est illustré par cette figure. Donc ici, on retrouve les trois cartes de tendance spatiale de la reconstruction sur 3 fenêtres de 17 ans successives. Et si on regarde, non plus maintenant ces tendances, mais si on regarde le niveau de la mer, si on calcule le niveau de la mer dans une boîte qui est centrée sur le Pacifique Ouest, ici, tropical Ouest, et une autre boîte qui est centrée sur le Pacifique tropical Est, calcule le niveau de la mer au cours du temps, depuis 1950, on voit que ça oscille, que le niveau de la mer dans la boîte A est complètement anticorrélé au niveau de la mer dans la boîte B. Alors ici, donc, on a multiplié le niveau de la mer de la boîte B par -1, de façon à ce que la corrélation soit positive. Et on peut voir aussi que c'est complètement corrélé avec un marqueur de l'événement El Niño, un indice El Niño, avec, on peut reconnaître ici les pics correspondent aux grands événements ENSO du passé. Donc on voit que ces structures, en fait, elles sont pilotées dans le Pacifique tropical par ENSO, El Niño. Si on faisait la même chose dans l'Atlantique Nord, on verrait que c'est piloté par l'oscillation nord-atlantique. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il nous semble que ces structures qu'on observe avec l'altimétrie, en fait, elles ne représentent aujourd'hui que la variabilité interne du système climatique et probablement pas, elles ne portent pas encore l'empreinte du réchauffement climatique anthropique. Alors, pour le confirmer, et j'ai presque fini parce que je pense que je suis un petit peu trop longue, eh bien, on peut utiliser un modèle de climat, comme ici, là, par exemple, c'est un modèle couplé de climat, un modèle américain du GFDL, sans aucun forçage, et prendre un run très très long, 500 ans par exemple, et faire le même exercice, c'est-à-dire calculer sur des fenêtres de 17 ans successives les tendances du niveau de la mer. Alors là, on a pris 3 exemples, où on voit que donc un modèle climatique sans forçage externe du tout, et en tout cas pas anthropique, est bien capable de reproduire exactement ce qu'on voit dans l'altimétrie ou dans la reconstruction, c'est-à-dire des périodes où ça monte plus vite, ça accélère dans le Pacifique Ouest, des périodes où ça décélère, mais en revanche ça accélère dans le Pacifique Est, etc. Donc là, on pense, la conclusion, c'est que cette variabilité régionale qu'on observe aujourd'hui, elle ne reflète pour l'instant que la variabilité interne du système climatique et qu'elle est pilotée par les grands modes de variabilité naturelle du système océan-atmosphère que sont El Niño, l'oscillation nord-atlantique, l'oscillation pacifique décennale, etc. En revanche, il nous semble que la hausse moyenne globale de 3,3 mm par an, dont on a parlé au début, eh bien, c'est une signature du réchauffement anthropique. Alors, j'ai presque fini. Je voudrais juste illustrer l'importance de cette variabilité régionale. Parce que même si elle ne reflète pas le réchauffement anthropique, comme elle comporte une signature basse fréquence qui est liée au mode de variabilité basse fréquence de l'océan et de l'atmosphère, eh bien, ça peut quand même avoir une influence sur le niveau de la mer de certaines régions du globe, et en particulier les îles basses du Pacifique, et en particulier encore
une région dont les médias nous parlent souvent, qui sont l'archipel des Tuvalu, dans le Pacifique tropical, dont les populations se plaignent de voir monter le niveau de la mer à vue d'œil. Alors, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Mais peut-être bien qu'ils ont raison, parce que, ça va être illustré sur cette figure, eh bien, ici, on a la variabilité régionale du niveau de la mer, avec les régions rouges là, qui représentent là où ça a monté le plus vite, pendant la période altimétrique, c'est entre 93 et 2009. Et ça, c'est la contribution basse fréquence qu'on peut calculer avec le niveau de la mer reconstruit entre 1950 et, bon, ici, c'est 2009. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que, en fait, il reste de la signature basse fréquence régionale très importante, et il se trouve que les îles, l'archipel des Tuvalu est quasiment centré sur cette zone où le niveau de la mer, sur la période 1950-2009, a monté plus vite que la moyenne. Et si on regarde plus précisément cette évolution du niveau de la mer à Tuvalu, à Funafuti, c'est la courbe noire ici, et qu'on tient compte de la hausse moyenne globale uniforme qui est de 1,7, 1,8 mm par an sur cette période longue, qu'on ajoute l'enfoncement de la croûte qui est mesuré par le système GPS, qui n'est pas très très important mais qui est quand même pas négligeable, eh bien, on aboutit à une hausse du niveau de la mer ressentie par les populations, au niveau de la mer relatif, eh bien, qui dans cette région-là est beaucoup plus important que la moyenne globale, qui peut atteindre 4,5 mm, qui a atteint 4,5 mm par an, ce qui fait qu'en intégrant sur les 60 dernières années, ça fait 30 cm. Et 30 cm, ça commence à faire beaucoup pour un atoll dont l'altitude ne doit pas dépasser les 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà, et ça, c'est vraiment ma dernière diapositive. Pardon. Est-ce que le niveau de la mer va continuer? Je ne peux plus parler. Je suis désolée. La réponse. Et la question. La réponse, c'est oui. La question, c'est on ne sait pas. Voilà. Et puis, je crois que je m'arrête là.